bienvenue à l'émission. Aujourd'hui au programme C'est l'amour. On vous a préparé une émission spéciale pour la Saint-Valentin. Nous allons d'abord aborder les caractéristiques d'une relation saine et malsaine avec Annick Brazeau de la Maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Par la suite, Jean-François Joannis nous fait la présentation de 2 suggestions cinématographiques en lien avec la sensualité et l'amour. Mais c'est également la semaine des journées de la persévérance scolaire. Donc, nous allons à la rencontre de 2 directrices de la commission scolaire au cœur des Vallées. Nous espérons que cette émission va vous apporter un peu d'amour. Merci beaucoup, Annick, de nous retrouver pour une chronique spéciale, en fait, sous le thème de la Saint-Valentin, parce qu'on ne peut pas se le cacher, on est déjà rendu au mois de février. Ça a quand même passé vite. Et cette année, c'est un peu plus spécial, le thème de la Saint-Valentin. On est retrouvé dans un temps de pandémie. On est plus seul, disons-le. Mais je pense que c'est un bon moment d'utiliser la Saint-Valentin pour se gâter soi-même, pour prendre soin de soi, pour également passer des messages auprès de ses proches. C'est pas juste la fête des amoureux, comme plusieurs le disent. Et donc, en fait, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens à faire pour la Saint-Valentin? Aurais-tu des suggestions rapides? Ben, en fait, c'est ça. Je pense que, tu sais, les gens, bon, on l'entend beaucoup parler que les gens se sentent seuls. Il y en a qui sont isolés. On en a parlé pour le temps des fêtes. Fait que, tu sais, souvent, comme tu le dis bien, on va penser à la Saint-Valentin à des amoureux. Mais nous, souvent, quand on travaille avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas d'amoureux à cette période-là. Puis on utilise le moment aussi pour dire, ben, c'est la fête de l'amour des amis, de la famille, des enfants. Ça peut être l'amour à plus grand public. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans un temps comme le COVID, c'est ça, on est tous isolés. Ça peut être un beau moment là, de prendre un temps pour appeler notre monde, pour leur souhaiter, les gens qu'on sait qui sont toutes seules et que c'est difficile de prendre un temps pour leur dire qu'on les aime, qu'on les apprécie, mais aussi pour soi-même. Il ne faut pas toujours attendre qu'on ait des cadeaux ou des surprises. Il faut se faire plaisir à soi-même. Il faut se récompenser. C'est difficile pour tout le monde. Fait que je pense que c'est important. Ça peut être un beau moment pour dire, ben là, cette journée-là, je prends une journée juste pour moi, pour prendre soin de moi. Puis de se commander quelque chose de spécial ou de se mettre de la musique, d'écouter un film, peu importe, de se trouver une façon de prendre soin de soi. Je pense que c'est important. De se faire plaisir aussi. Oui, exact. Et à la Maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées, vous avez une approche féministe. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Oui, bien, ça, c'est dans 2 aspects, si vous voulez. Fait que l'approche féministe, c'est vraiment de la façon qu'on travaille avec les femmes. Fait que toujours les femmes qui viennent en hébergement ou qui utilisent nos services externes ou peu importe, on va toujours travailler de façon égalitaire avec elles. Donc, respecter leurs choix, respecter leurs rythme, que les choses viennent d'elles-mêmes, les décisions, pas proposer pas obliger des choses, mais vraiment plus y aller en collaboration, en échange, que reconnaître qu'on a chacune notre expertise comme femme et qu'on peut mettre ça en commun. Fait que ça, c'est déjà notre approche. Mais aussi, dans le travail qu'on fait auprès des femmes, c'est qu'on va les amener un petit peu à comprendre notre société, comment ça fonctionne, les messages qu'on a, les pressions qu'on a comme femmes, et un petit peu les amener vers des pistes de s'affirmer, travailler leur confiance en elles, nommer leurs limites, que ce soit pas juste avec le conjoint, mais ou la conjointe, mais avec aussi les proches, la famille, les gens, les amis au travail, de nommer leurs besoins, premièrement les savoir, se connaître, puis aux gens autour d'elles, de ne pas accepter à tout prix des choses, ni en amitié. Des fois, les femmes, on va être poussées à dire oui à tout le monde, de ne pas déplaire. Hein, ça, on doit faire attention à tout le monde, faire plaisir à tout le monde, puis on s'oublie. Fait que ça, c'est des messages souvent qu'on va donner aux femmes avec notre approche féministe quand ils reçoivent nos services, parce que c'est important. Mais c'est ce qui nous amène à avoir une relation saine avec soi-même, mais également en couple. Donc, ça serait quoi les caractéristiques d'une relation saine en couple à 2? Ben, écoutez, une relation saine, c'est sûr que c'est une relation où il y a une relation de respect, où est-ce qu'on va s'écouter, qu'on va pouvoir nommer nos goûts, nos intérêts, nos limites, puis qui vont être bien reçus. Donc, on va dire nos choses, on va être entendu, puis on va écouter l'autre personne. Donc, c'est vraiment un partage, une communication, c'est un respect, c'est une relation où on se sent en sécurité, qu'on se sent confiante de nommer, puis que ça va être bien reçu. Ça va être une relation où on va soutenir, pas qu'on va juste soutenir l'autre, mais qui va nous soutenir aussi dans nos épreuves, nos difficultés, dans nos apprentissages, que les activités ou les choses qui vont être décidées dans le couple, que ça ne sera pas juste une personne qui décide, mais que c'est les deux ensemble et que ça satisfait le plus possible les deux. Fait que c'est vraiment une relation égalitaire de respect, en sécurité, qui se développe, mais des deux côtés. Je pense que ça pourrait résumer la relation saine. Puis au contraire, comment on caractérise une relation malsaine?
Ben, c'est une relation où il n'y a pas d'écoute, où c'est une seule personne qui prend le lead, qui va prendre les décisions, qu'il n'y a pas de place pour t'écouter, qu'il n'y a pas de place pour avoir ton opinion, elle n'est pas importante. Tu sais, à travers ça, il y a de la pression, il y a de la violence sur toutes ses formes, qu'elles soient psychologiques, physiques, sexuelles. Il va y avoir de la manipulation, il n'y aura pas d'écoute, ça va aller en un sens, l'autre personne doit faire, sinon, si elle ne fait pas, il y a des répercussions. Ça peut être une relation où c'est des montagnes russes que le conjoint ou la conjointe, là, ça va des montagnes russes d'émotions, que tu n'as pas ta place à toi, tu n'es pas importante, qu'on t'écoute pas. Fait que ça va être une relation qu'on ne sera pas en sécurité et pas en confiance. Puis dans des situations comme ça, quand on voit justement des signes précurseurs d'une relation toxique, il y a beaucoup de ressources à la disposition des femmes et également des hommes, parce qu'il y a également des relations malsaines envers les hommes. Donc, ça serait quoi, en fait, tes ressources, les premières personnes à qui contacter pour en discuter? Bien, quand on vit une relation comme ça, c'est ça, des fois, c'est d'être alerte. Hein. Je pense que déjà, ce qu'on peut dire, c'est quand on est dans une première relation, ce qui est super important, c'est de le nommer dès le départ. Ce qu'on a le goût, des fois, on veut aller vite, on veut faire plaisir à l'autre personne. On ne dit pas trop nos affaires parce qu'on veut on veut que la relation, que la personne nous aime. Bon, fait qu'il faut faire attention. Je pense que dès le départ, on peut regarder comment ça se passe, que quand je donne mon opinion, c'est bien reçu, est-ce qu'on est à l'écoute de moi? Fait que des fois, quand c'est pas comme ça donne signe que dans les prochains jours ou mois, ça sera pas mieux, ça peut peut-être se rempirer. Quand on essaye d'amener nos besoins, puis que c'est pas bien reçu, fait que c'est ça, c'est des signes. Fait qu'en fait, quand on se rend compte qu'on vit une relation comme ça. Des fois, on peut échanger avec nos proches, avec notre famille. Des fois, ils peuvent nous aider à cheminer. Il y a les centres de femmes qui, des fois, c'est des discussions qu'on peut avoir. Il y a les maisons d'hébergement comme nous, ou les femmes qui vivent la violence conjugale, parce qu'une relation toxique ou une relation malsaine, souvent, c'est une relation de violence, de contrôle, de violence conjugale. Alors là, il y a des ressources pour nous aider. Puis des fois, ces ressources-là, c'est juste pour nous aider à réfléchir, pour valider ce que je vis, je me trompe-tu, c'est-tu normal que ça se passe comme ça dans mon couple? Fait que des fois, c'est l'échange, peu importe le médium, je pense que c'est d'en parler. Il y a plein de ressources. Sinon, il y a des organismes d'aide et d'écoute et tout ça. Pour les hommes, il y a l'organisme Donne-toi une chance qui peut donner un coup de main à ces hommes-là aussi qui sont dans une relation qui se questionnent par rapport à leur comportement, qui voudraient avoir de l'aide. Fait que, je pense qu'il y a toutes sortes de façons, toutes sortes d'organismes. Le message, c'est de ne pas rester isolé avec ça, puis d'écouter notre petite voix. Des fois, on sent qu'il y a quelque chose dans notre couple que, ouf, ça commence mal, ou quand je dis ça, il y a ça qui se passe, oh, il est impulsif. C'est des signes. Il faut les écouter. Ça ne va peut-être pas nécessairement aller mieux avec le temps. Alors, je pense que c'est d'être soi-même dès le départ dans une relation. Et si la personne est à l'écoute, ben, elle va écouter nos besoins. Fait que c'est de le nommer, c'est de s'affirmer. Par contre, ce qui est important, c'est que si les personnes qui nous écoutent en ce moment, notre discussion, et qui se rendent compte que c'est une relation sûrement de violence, une relation toxique dans laquelle elles sont, c'est sûr que là, si vous mettez vos limites, vous pouvez être en danger. Il faut faire attention. Il faut voir ça. Quand je dis qu'il faut mettre nos limites, il faut dire nos besoins et tout ça, ben, quand c'est une relation de violence, votre conjoint n'écoutera probablement pas ça et ça peut même vous mettre en danger. Alors, il faut faire attention là, avec les prochaines étapes. En fait, c'est de faire appel aux ressources peut-être avant même d'entamer pour s'assurer de faire ça de manière sécuritaire. Parce que oui, la Saint-Valentin, ça peut être un peu comme la nouvelle année, mais pour les couples, en fait, pour se retrouver, de donner des résolutions à deux. Mais encore une fois, c'est de faire attention avec qui qu'on se retrouve, puis de vraiment de se sentir en sécurité. Parce qu'en amour, ben, c'est important de se sentir valorisé, complice, de s'aimer soi-même, d'être vraiment bien. Donc, en fait, je voudrais dire un gros merci d'avoir été avec nous pour la chronique sur le thème de la Saint-Valentin et des relations saines. Je pense que c'est un super bon, c'est une bonne chose en fait de faire des rappels aux gens de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et de justement avoir un respect envers soi-même et de faire attention à soi. C'est vraiment un bon moment pour y repenser. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de participer à notre émission pour mettre de l'avant la journée de la persévérance scolaire. Bienvenue. Et en fait, j'aimerais tout d'abord vous demander comment que vous allez dans vos écoles respectives. On sait qu'avec le milieu scolaire, ça n'a pas été très facile du côté COVID, du côté mesures sanitaires. Donc, comment ça va? Ça va quand même bien. J'aime beaucoup plus regarder le côté positif des choses. C'est sûr qu'on a beaucoup de mesures à mettre en place,
Mais je me dis, une chose qu'on a développée, on a vraiment développé notre habileté à s'adapter aux changements. On est rendu des champions. C'est que, tu sais, depuis septembre, qu'on s'adapte, qu'il y a des choses qui changent, ce qui est bon hier n'est pas nécessairement bon demain. Donc, ça roule là-dedans. C'est sûr que ça met un poids quand même sur les équipes, mais je vous dirais que ça va quand même bien. Oui, Super. au secondaire, c'est un peu la même chose au secondaire. Dans le fond, moi, là, je trouve que les membres du personnel là, font preuve d'une grande créativité, comme l'a dit ma collègue Josée, beaucoup d'adaptation. Puis je dirais que les gens, donc la flexibilité fait partie de notre quotidien maintenant. Au secondaire, on a dû s'adapter à l'horaire hybride pour nos élèves de secondaire 3, 4 et 5. Ça a demandé beaucoup, tantôt on parle d'adaptation, mais pour le personnel aussi, l'enseignement en ligne. Pour les élèves aussi, disons-le. Mais somme toute, le climat demeure positif. Puis les gens sont toujours souriants, vraiment de bonne humeur encore. Là, puis les relations sont bonnes. On est content quand même des gens avec qui on travaille. Et la semaine du 15 au 19 février, c'est les journées de la persévérance scolaire. Et en fait, c'est quoi cette semaine-là? C'est quoi qu'on veut mettre de l'avant durant cette semaine-là? Bien, en fait, les journées de la persévérance scolaire, c'est un temps un peu qui vise à rappeler à tous, pas juste les gens du milieu scolaire, mais à tous, autant les politiciens, les gens des différents organismes, les parents, qu'on a un rôle à jouer dans la persévérance de nos jeunes, qu'on a un impact là, sur leur développement. Fait que c'est un temps d'arrêt pour se rappeler tout ça. Exactement. Oui, allez-y. C'est qu'on fait équipe, dans le fond, autour de l'élève. C'est ce qui se passe. Puis tout le monde peut apporter à l'élève. Comme le dit Josée, peu importe qui on est autour de lui, on a notre contribution à faire pour favoriser la persévérance scolaire. Et comment soulignez-vous justement la semaine de la persévérance scolaire dans vos milieux respectifs? Bien, dans un premier temps, je dirais que cette année, avec tout ce qu'on vit, c'est au quotidien. Tu sais, c'est pas juste, oui, on va faire des trucs spéciaux au niveau des jours de la persévérance scolaire, mais c'est au quotidien là, qu'on a à mettre des choses en place. Avec tout ce qui s'est passé depuis le printemps, on a eu une longue pause. Il y a eu des trous d'apprentissage. Donc, tu sais, il faut travailler très fort là, sur la motivation. On sait qu'il y a plein de choses là, qui ont un impact sur la réussite des élèves. Ce n'est pas juste un rendement scolaire, mais il y a toute la capacité d'adaptation, la confiance en soi, la résilience. Donc, tout ça, là, on tente de travailler au quotidien, mettre des choses en place là, pour aider nos élèves à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'on va en profiter, faire un petit plus lors des journées de la persévérance. On sait qu'on a quand même beaucoup de restrictions dans nos écoles. On ne peut pas faire des rassemblements, on est limité dans nos activités. Donc, comme le slogan le dit, nos gestes, un plus pour leur réussite. Donc, c'est tout par des petits gestes. On va avoir des messages positifs, des phrases positives, envoyées aux élèves, affichées dans nos écoles. Un certificat remis aux élèves pour les encourager, des activités en classe pour souligner là, la motivation scolaire et tout ça. Donc, c'est par plein de petits gestes qu'on va souligner là, les journées de la persévérance scolaire. Et de votre côté, Julie? Oui, ça ressemble un peu à ça aussi au secondaire. Même chose pour mes collègues là, des autres écoles de notre territoire. Dans le fond, il y aura des activités quotidiennes qui se feront dans nos milieux. Aussi, là, je dirais, quand on parle de la persévérance tout au long de l'année, c'est vrai aussi, on a même déployé de l'aide supplémentaire à nos élèves là, qui ont des besoins particuliers. Je pense à ma collègue de notre école secondaire, là, elle m'écrivait aussi tout ce qu'ils ont fait. Disons à LJP et à Sainte-Famille aussi, comme chez nous. On offre vraiment aux élèves des services particuliers pour les soutenir dans leur réussite. Ça les encourage aussi, ça stimule la motivation, ça leur donne le sentiment aussi qu'ils peuvent réussir. C'est un petit peu là, d'y aller au jour le jour avec eux. On sait aussi que parfois nos élèves là, doivent quitter quelque temps, soit parce que dans la famille, il y a eu quelque chose, il s'est passé une situation en lien avec la pandémie. Alors, quand ils reviennent, on prend bien soin d'eux aussi. Donc, nous aussi, là, c'est au quotidien que l'on va souligner la persévérance. Là. On aura des tirages aussi, des murs de persévérance.
Il y a des réussites particulières que l'on soulignera, des élèves qui font des efforts particuliers aussi dont on va parler là, dans nos milieux. Et avec la pandémie et le COVID, on ne peut pas se le cacher, là, est-ce qu'il y a des mesures que vous pensez que vous allez maintenir pour l'avenir? Je dirais qu'au secondaire, le HIT, là, ce que les gens ont beaucoup aimé, vraiment, ça a été la fameuse rencontre de parents. C'est-à-dire qu'habituellement, tous ceux et celles qui ont des enfants au secondaire vont comprendre de quoi je parle. Quand c'est le temps de la rencontre de parents, c'est des fils devant les portes classe et tout ça. Et cette année, la façon dont on a fonctionné, ce sera le même format en février. C'était par Teams. Donc, les parents recevaient là, une invitation et se branchaient en ligne. Les parents, dans le confort de leur foyer, pouvaient discuter avec l'enseignant de leur enfant. Et ça a été une formule qui a été grandement appréciée. Est-ce que nous maintiendrons pour les prochaines années? Ça reste à voir parce que je pense qu'à la fin de l'année scolaire, tout dépendamment d'où nous en serons avec la COVID, là, on fera un post-mortem de notre année. Mais ça, c'est quelque chose, quand vous me demandez si quelque chose restera, c'est une demande qu'on a eue de plusieurs membres du personnel et des parents, pardon. Mais comme je dis, on verra pour l'avenir, là, mais ça a été une nouvelle pratique qui a été hautement appréciée. Super. Et de votre côté, Mme Paquette? Bien, je dirais la même chose. Les rencontres en visioconférence, ce n'est pas quelque chose qu'on utilisait beaucoup dans nos milieux scolaires. Même dans nos rencontres de direction, on ne l'utilisait pas beaucoup. Là, on n'a pas le choix. Toutes nos rencontres se font comme ça, autant nos rencontres avec le personnel. Puis là, on a vu que parfois, ça peut être utile, ça évite les déplacements. Je pense juste à nos rencontres de direction où on se déplace toutes au centre de service. Bien, il y a parfois que je pense qu'on va pouvoir poursuivre nos rencontres en team. Ça évite tout ce déplacement-là. Donc, ça nous permet d'économiser du temps et d'avoir plus de temps de présence dans nos écoles, ce qui est fort apprécié. Et plus dans mon milieu, c'est sûr qu'on a dû mettre des choses en place, puis on a fait des constats. Si je prends exemple, maintenant, les élèves dînent dans leur classe. Avant, ils dînaient à la cafétéria, puis on sait que, bien, surtout chez moi, là, j'ai une petite cafétéria, donc ils étaient quand même assez tassés un sur l'autre, les petits, c'était bruyant. Et là, on s'est aperçu que dans la classe, ça leur permet aussi d'avoir un temps d'arrêt plus calme, avoir un temps là, pour manger où ils ne sont pas, il n'y a pas plein de bruit, puis ils ne sont pas rushés là, à finir leur dîner, puis tout ça. Là, on s'est dit, là, c'est peut-être à conserver. Là. Donc, c'est sûr, on va nous aussi, là, à la fin de l'année, faire un bilan, puis regarder. Il y a quand même des bonnes choses qui sont sorties là, de la COVID, des bonnes habitudes qu'on a développées, qu'on ne faisait pas avant, puis qu'on va dire, c'est peut-être à conserver. C'est ça, la COVID n'a pas seulement apporté du négatif, elle a amené beaucoup de changements, mais elle a également amené du positif qu'on va pouvoir garder à l'avenir. Et pour revenir un tout petit peu à la semaine de la persévérance scolaire, il va y avoir un événement qui va être présenté avec Laurent Duvernay-Tardif le 17 février, un événement que vous avez fait la promotion dans vos écoles et en fait qu'on invite également tous les jeunes de s'inscrire. Donc, on va mettre le lien juste en dessous. Et je vous remercie énormément d'avoir été avec nous pour nous faire un petit compte-rendu de ce qui se passe dans les écoles et surtout de nous parler de la semaine de la persévérance scolaire. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Salut Jean-François, on se retrouve pour une autre chronique cinéma, mais cette fois-ci sous le thème de l'amour, de la Saint-Valentin. Je pense que tu nous as préparé des petites chroniques un petit peu plus romantiques que d'habitude. Ben, j'ai une suggestion plus romantique, puis une autre un petit peu plus piquante, si on veut. Je vais commencer avec la première, donc, puis je vais revisiter un vieux film parce qu'on sait, là, ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui sortent, donc on va en profiter pour parler d'un vieux film, pour le revisiter ou le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. On sait très bien que, bon, les comédies musicales, les films d'amour, ça va surtout toucher les filles en général, puis là, les gars, ça me tente un peu moins, mais j'ai une suggestion, je pense, qui va plaire un peu à tout le monde. On va parler du Moulin Rouge. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous suggère fortement, sinon, de le revisiter, c'est toujours le fun. C'est un film qui est sorti en 2001. C'est réalisé par Baz Luhrmann, qui est on dit de lui, là, quand il est dans la chaise du réalisateur, là, que c'est un visionnaire, puis littéralement, c'en est un. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est aussi un grand créateur. C'est un gars qui est très artistique, et puis il travaille beaucoup en écriture, puis il travaille au théâtre aussi. Donc, malheureusement, on ne l'a pas revu de faire un long métrage depuis Moulin Rouge. Donc, ça fait 20 ans qu'il travaille à d'autres projets, des courts-métrages, des trucs du genre.
Mais par contre, il y a un projet qui s'en vient. Là. Il travaille sur un film qui parle de Elvis Presley. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi son rôle à travers ça. Je sais qu'il est dans l'écriture. Est-ce qu'il va le réaliser? Je l'espère. J'aimerais ça le revoir là, dans le contexte de la réalisation. On peut se souvenir aussi que pour ceux qui sont de ma génération, la génération X, que c'est lui qui était derrière le film Roméo et Juliette à la fin des années 90, qui mettait en vedette, entre autres, Leonardo DiCaprio, qui a aidé à propulser sa carrière d'ailleurs. Puis là, les filles parlaient toutes de Leonardo DiCaprio dans ce temps-là. Et avec raison, mais très bon acteur, en plus d'être beau gosse. Dans ce film-là, juste pour mettre en lumière le style ou si tu veux, la créativité de ce réalisateur-là, on prenait des textes de Shakespeare, on l'emmenait dans un contexte moderne, puis même les personnages parlaient avec les textes de Shakespeare. Donc, c'était assez flyé. C'est une très belle réussite. Peut-être un film qu'on pourra revisiter pendant une autre chronique. Si je reviens au Moulin Rouge, l'histoire se passe en 1899. On va suivre l'écrivain Christian, qui est joué par Ewan McGregor, qui tente de percer dans l'art. Il est un peu dans le mouvement bohème là, des artistes en France à ce moment-là. Évidemment, il n'est pas connu, il n'y a pas de succès. Et puis, il va se joindre à une bande d'autres artistes qui veulent créer un spectacle qui s'appelle Spectacular. Leur but, c'est de vendre ce spectacle-là aux propriétaires du Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, on le sait, c'est un endroit excentrique. C'est là où on vit des choses un peu folles, où les gens riches vont aller voir des courtisanes danser et tout ça. Et puis, nécessairement, Christian va être exposé à tout ça et il va tomber amoureux de Satine, qui est une courtisane qui travaille au Moulin Rouge. De son côté, Satine, elle veut se faire reconnaître comme étant une vraie comédienne, comme une vraie actrice. Donc, puis elle est jouée par Nicole Kidman. Et elle va tenter de faire un peu sa place en essayant de séduire le duc de Monmouth, qui, lui, est prêt à investir de l'argent dans son spectacle et dans elle pour faire de elle une vedette. Mais lui aussi va tomber amoureux de Satine, donc on peut comprendre que ça va créer un triangle amoureux, qui va créer toutes sortes de péripéties, toutes sortes de drames, et évidemment, ça a toujours tendance à mal finir ces histoires-là. Ce qui est trippant, je trouve, du film, c'est vraiment la vision du réalisateur, où est-ce que lui s'est dit, aller dans un French Cancan dans ces années-là, ça doit être un peu comme aujourd'hui, dans le temps moderne, aller dans un rave, où est-ce qu'il y a de l'abus, où est-ce que la sexualité est un petit peu au centre de l'événement aussi. Donc, il a pris une esthétique, il a fait un film qui est filmé là, avec des angles vraiment capotés, des angles différents qu'on ne voit pas normalement, puis aussi à un rythme effréné. Là. Littéralement, là, ça fly, ce film-là. Les plans, là, souvent, là, ça ne dure pas plus que 3-4 secondes. C'est très rythmé, c'est très dynamique. En plus, on y trouve de tous les genres musicaux. On va passer du pop moderne au rock, au techno, puis même à l'opéra. Fait que ça donne une idée du range qu'il est capable de travailler avec. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne va pas mettre une chanson juste pour mettre une chanson. Les chansons ont été choisies de façon méticuleuse pour s'assurer que ça allait faire avancer l'histoire. Puis aussi, je trouve que souvent dans les comédies musicales, on va avoir un peu, puis je suis sûr que tu as déjà remarqué, Stéphanie, que c'est très divisé. On va comme avoir des bouts d'histoire, puis là, pouf, on va tomber dans une partie musicale, puis on revient à un bout d'histoire. Alors que là, c'est mieux mélangé, c'est plus homogène. Donc, on n'a pas l'impression de changer de monde, on a l'impression de rester toujours dans le même univers, je trouve. Pour te donner une idée, là, ça a pris 5 mois de préparation aux acteurs pour être prêts à faire autant les chants que la danse de ce film-là. Puis, c'est donc un gros investissement, autant en argent qu'en temps, de 20th Century Fox à l'époque, de dire on va investir cet argent-là puis ce temps-là pour faire une comédie musicale, alors que les comédies musicales, ce n'était pas populaire, comme je disais en entrée de jeu. Les plus grosses comédies musicales, ça datait probablement à succès là, du temps de Grease, qui était comme fin 70, début 80. Donc, on était loin de là. C'était aussi également révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, justement, les comédies musicales sont un peu moins homogènes. Donc, le fait de dire qu'il y a à peu près 20 ans, en fait, il y a exactement 20 ans, qu'il y avait déjà une avancée de ce côté-là, de faire une belle cohésion entre le chant et le jeu d'acteur. Définitivement, je pense, je te donne à moitié raison, dans le sens que je pense que ça ne s'est jamais fait aussi bien que lui il le fait, mais c'est vrai ce que tu dis. Puis on dit aussi de ce film-là que ça a relancé le genre à cette époque-là, donc ça donne une idée de son importance, si tu veux, là, dans l'histoire du cinéma. Et sous quelle plateforme on peut retrouver le film?
On peut le retrouver sur Prime Video, on peut le louer, mais comme j'ai encore du temps, si tu permets, je vais continuer Oui. avec certains détails que je trouve intéressants. D'ailleurs, si on veut parler du succès du film, on se rappelle qu'à cette époque-là, Lady Marmalade, c'était une chanson avec Christina Aguilera, Pink, puis deux autres filles que j'oublie le nom, qui étaient super populaires. Puis, dans le film, on retrouve tellement de chansons d'artistes différents, c'est assez spécial. Je vais en nommer quelques-uns, là. D'ailleurs, on va faire un hommage à La Mélodie du Bonheur, qui est un classique là, nécessairement là, de comédie musicale. Puis, on va trouver des artistes comme Fatboy Slim, Madonna, David Bowie, Elton John, les Beatles, Kiss, Phil Collins, U2 et Paul McCartney. Donc, on voit l'éventail avec lequel on a travaillé. Puis, je dois dire, le bout que moi, j'ai préféré et qui me fait vraiment triper, c'est quand le French Cancan vire à Teen Spirit de Nirvana. C'est un moment vraiment wow. Le film a fini par avoir 8 nominations aux Oscars, dont un pour le meilleur film, puis a gagné direction artistique et costume. Donc, on voit que c'était vraiment un film grandiose. Une suggestion, encore une fois, sur Prime Video, on peut le louer. Qui est encore super d'actualité aujourd'hui. Donc, on peut encore le réécouter 20 ans plus tard et qui est autant Ça passe une grande très importance. bien, en effet. Ouais. Et du côté plus épicé, comme tu nous parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu nous réserves? Oui, ben écoute, je vais vous parler d'une réalisatrice qui fait des projets assez différents, elle est européenne, de l'Espagne. Elle s'appelle Erika Lust. On dit d'ailleurs que c'est une réalisatrice indépendante et elle fait des films à caractère érotique. Donc, on parle ici de produits qui est écrit, produit par des femmes et pour des femmes. Donc, tu sais, des fois, dans un couple, on peut être un petit peu gêné d'explorer un petit peu cette partie-là de la sexualité, mais je pense que c'est une belle façon de la faire. Où est-ce que on a des vidéos et des films ici, parce qu'il y a aussi des longs métrages, là, où est-ce qu'on parle beaucoup plus, je te dirais, d'érotisme que de pornographie. Il n'y a pas de clichés là, de bimbo ou de filles refaites et de ces choses-là. Il n'y a pas place à ça dans ces films-là. Même au contraire, on va célébrer la beauté de la femme sous toutes les formes. Puis on va aussi éviter tous les stéréotypes, autant masculins que féminins. Puis tous les stéréotypes, encore une fois, de la pornographie, là, il n'y a pas de ça. Elle dit qu'elle veut faire, entre autres, beaucoup la promotion de la sexualité positive. Et pour te donner une idée là, de comment est-ce que ces projets sont quand même intéressants et créatifs, il y a un projet qu'elle a fait qui s'appelait Ex-Confession où les fans écrivaient leurs fantasmes et leurs histoires, lui envoyaient, puis elle les mettait à l'écran en les réalisant. Donc, ça donne une idée. Wow. La direction photo est superbe. On peut voir ça là, sur elsecinema.com ou encore lostcinema.com. Merci beaucoup, Jean-François, pour ces suggestions romantico-épicées. Et merci également à tous nos invités qui ont été parmi nous à l'émission. On vous envoie beaucoup d'amour de toute la part de l'équipe de la TVC Basse-Lièvre et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Stéphanie s'informe.